Et surtout, toute cette partie de la famille est au centre de ce qu'on a appelé les rois maudits. J'en ferai une vidéo un jour. Il a découvert les effets spéciaux. Calme-toi Michael Bay, tout va bien. Oh yeah. Oh yeah. Très bonne année 2021 à tous, pleine d'histoires et d'anecdotes pour vous permettre de briller en société. Vous le vouliez, je le voulais, c'est beaucoup trop intéressant pour faire durer le suspense plus longtemps, donc le voici. Aujourd'hui on va se plonger sur près de 800 ans d'histoire afin d'explorer une thématique passionnante, la fin des dynasties capétiennes. Au programme aujourd'hui, une mystérieuse malédiction, un ordre légendaire et un procès épique. Alors... Petit problème, lorsque je me suis penché sur l'écriture de cet épisode, je me suis rendu compte que, oh mon dieu, il y a beaucoup trop de choses à dire. Du coup, pas le choix, pour éviter de vous livrer un épisode d'1h30, j'ai décidé de scinder le sujet en deux parties. Ça va nous permettre de bien explorer le thème sans pour autant faire fouillis. Et je vous jure que j'essaye de faire au plus court et au plus abordable. En fait, il faut surtout que j'arrête de parler de sujets complexes. Dans cette première partie, on va se focuser sur les rois maudits, c'est-à-dire la fin des Capétiens directs, sur fond de procès des Templiers et de scandales monarchiques bien croustillants. Et dans la seconde partie, on verra la fin des dynasties Valois et Bourbon, et vous allez voir que le plus flippant, c'est que sur 800 ans d'histoire, un certain schéma se répète. Mais bon, on va commencer par le début et poser les bases. Entre 987 et 1848, et si on est lu de la Révolution, la Première République et Napoléon qui ont bien mis ce bleu là-dedans, la France a été une monarchie avec à sa tête 37 rois qui se sont succédés, tous issus de la même famille ou de la même dynastie si vous préférez, les Capétiens, parce qu'ils descendent du Capet. D'ailleurs, après la Révolution, et avant de perdre la tête, Louis XVI s'était fait renommer par les révolutionnaires le citoyen Louis Capet en hommage à son illustre aïeul. Je vais faire un mini-épisode sur le thème des noms de famille parce que c'est passionnant, mais juste pour info, Capet, d'où ça vient. En l'occurrence, à l'époque du Capet, les gens avaient un prénom, mais les noms de famille, ça n'existait pas encore. Ah bon, il a pas de prénom? Si, justement, ils avaient un prénom, mais que un prénom. En l'occurrence, Hugues, à sa naissance, s'appelait juste Hugues. Le nom de famille Capet est apparu probablement au XIe siècle, et l'explication la plus probable, c'est que Hugues portait toujours la même chape. Il était donc Hugues le roi à la chape, Hugues le chapé, Hugues le Capet, Hugues Capet. À briller en société. Et si vous trouvez ça vachement naze, dites-vous que c'est pas le seul exemple que j'ai. Autre exemple, Henri de Plantagenet, qui donnera son nom à une dynastie de rois d'Angleterre bien connue. Il s'appelait Plantagenet parce qu'il aimait planter une branche de genêt dans son chapeau. Heureusement que c'était pas un coquelicot, parce que planta coquelicot ça aurait fait moins épique tout de suite. Et on me dit dans l'oreillette que je commence déjà à beaucoup trop digresser, et que si je continue comme ça, l'épisode va faire 5 heures, donc on enchaîne, on n'a pas le time. Hugues donc a bien géré niveau descendance, puisque le prétendant actuel au trône de France, Louis de Bourbon, est un Capétien. Même si c'est un espagnol, mais ok, je digresse pas plus que ça. Les Capétiens sont une énorme famille, élargie par des dizaines de générations, mais en France on peut surtout distinguer 3 branches régnantes. Les Capétiens qu'on appelle directs, les Capétiens valois et les Capétiens bourbons. 3 branches de la famille donc, qui ont prospéré un temps et se sont toutes arrêtées de façon assez brutale. Et les premiers à s'éteindre sont les Capétiens directs, et leur fin est vachement dark. Cette succession d'événements dramatiques est passée à la postérité sous un nom bien badass, les rois maudits. N'étant pas moi-même spécialiste des malédictions, j'ai décidé de me faire accompagner pendant tout l'épisode de ma consultante freelance malédiction et sorcellerie, clairvoyante. D'ailleurs, je propose qu'on l'appelle tout de suite en Skype, c'est parti. Claire ? Ah, le micro. Et là, c'est mieux. Ah, excusez-moi, je suis pas encore méga au fait de toute cette technologie, ça arrivera que dans 700 ans, donc bon, moi je suis un peu... Oui, bah, c'était la moins chère. Bref, j'ai étudié votre dossier, donc on est prêt pour la prestation. C'est bon, je suis prête, Sale histoire.
Avant toute chose, sale histoire, merci d'avoir choisi ma prestation. Alors, déjà pour vous prévenir avant l'arrêt du kick-off, je fais moins 80% sur les chats noirs, les virus et marcher sur un Lego. Oula, attendez, alors pas du tout, moi il me faut une malédiction il y a 700 ans sur les rois de France. Donc il me faut un truc un peu solide, hein. Ah, attendez, une malédiction. Attendez, j'en ai déjà fait une, il y avait une histoire de déluge. Bon, ça avait foiré parce qu'il y avait un mec sur un bateau et tout, mais depuis c'est bon, je suis rodé, hein. Non, mais il me faut un truc plus subtil, genre empoisonnement, chute en tout genre, le truc un peu suspect quoi. Vous tombez vachement bien, parce que j'ai un nouveau kit qui vient de sortir, on peut le tester. Mais ça va marcher votre truc? Non mais vous avez vu mes références? Les plaies d'Égypte, c'est moi. L'Atlantide, c'est moi. Les dinosaures, c'est moi. Donc, hein, je m'y connais. Oui, bon, écoutez, allez-y, on y va. De toute manière, la vidéo commence à traîner, là. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord, il me faut un contexte bien pourri. Ah, ça tombe bien, un contexte pourri, j'ai. Les Capétiens directs, donc issus de la lignée mâle directe de Hugues Capet, ont régné entre 987 et 1328. Depuis 1286, le roi de France, c'est Philippe IV, dit le Bel. Parce qu'il était particulièrement beau gosse, faut croire. On est alors en plein cœur du Moyen-Âge, et Philippe IV jouit d'un pouvoir assez fort, car l'aura de son grand-père, un certain Saint-Louis, a permis de réaffirmer la puissance du roi de France sur les principautés qui lui sont soumises. Ça lui permet notamment de moderniser et de centraliser au maximum le pouvoir administratif. Bah oui, on a tendance à l'oublier, mais à l'époque, la France c'est pas un pays. C'est un puzzle de duchés, de comtés, de petits royaumes qui prêtent allégeance au roi de France et qui sont pas toujours super disciplinés. C'est un système encore complètement féodal. Philippe était surnommé le roi de fer, signe que c'était pas un rigolo et qu'il valait mieux pas le titiller. Mais même le roi de fer s'est pris une série de tôles assez impressionnantes sur la tronche et ça a conduit à la fin de sa dynastie près de 15 ans plus tard. Alors comment on arrive à cette catastrophe? Plusieurs causes sont à explorer. Premier élément déclencheur de tout ce bordel, la thune. Pendant son règne, Philippe IV a entrepris plusieurs politiques successives pour changer la monnaie, notamment en jouant sur le poids de l'or et de l'argent, ce qui a fait fluctuer la monnaie. Petit malin. Sauf qu'à un moment, ça devient tellement le bordel que la France commence à être complètement ruinée et les gens sont bien vénères. Au-delà de toucher à la valeur de la monnaie, c'est surtout son aspect symbolique qui est atteint. En effet, à l'époque, la monnaie n'est pas seulement un instrument d'échange, c'est aussi un réflecteur de la stabilité d'un système politique et social. Donc en déréglant tout ça, Philippe IV a bien mis le dawa et les gens ont plus trop confiance. Et puis un royaume, entre les dettes, les rançons, les guerres, les frais de fonctionnement, bah ça coûte des sous. Laurent! Non mais c'est une blague. Elle est où la thune là? Bon, c'est-à-dire que... non plus. N'a tout mangé. Bah quoi? Deuxième élément déclencheur de tout ce sbeul, c'est conflit avec les papes. Qu'on se le dise, Philippe IV est un roi très chrétien. Cependant, comme il a bien la confiance, ça l'empêche pas de rentrer ouvertement en conflit avec le pape de l'époque, Boniface VIII. Outre la querelle récurrente du « Eh, c'est moi le plus fort » entre un roi qui domine le temporel et un pape qui domine le spirituel, on l'a vu, Philippe IV a besoin de thunes. Et il en a marre que l'église ne soit pas imposée et que ses biens soient gérés directement par l'église et le pape. Du coup, il va instaurer des taxes sur l'église à partir de 1296. Pour la faire courte, du coup, Boni est vénère, il veut excommunier Fifi et la France, Fifi va pas se laisser faire, et il va publier un acte d'accusation à l'encontre de Boni. Il va demander à un concile d'arrêter le pape et de le démettre de ses fonctions. Ce qui va d'ailleurs être le cas en 1303. Cependant, Boni meurt quelques semaines après l'arrestation, donc ça met fin à toute discussion. L'arrestation est l'idée par Guillaume de Nogaret, grand légiste du roi et chevalier, c'est un peu son ministre de la justice si vous préférez. Après son successeur, un pape Benoît XI pas très mémorable et avec lequel Fifi s'entendait pas non plus, c'est Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, qui va être désigné comme Clément V, nouveau pape. Non, je ne digresse pas, cette fois-ci c'est juste très important que vous compreniez qui sont Clément V, Guillaume de Nogaret et Philippe le Bel pour la suite de l'histoire. Du coup, comme on se le disait, au début des années 1300, c'est la méga dèche et Philippe IV va essayer de gratter un max de flouze en taxant tout le monde. Les royaumes, les lombards, les juifs, le clergé, tout le monde y passe. Laurent! Est-ce qu'on pourrait taxer les nobles? Après tout, c'est eux qui ont le cash. Mais non, je déconne! On va bien trouver d'autres blaireaux. Est-ce qu'on pourrait faire une taxe sur la valeur ajoutée? Cependant, à cette époque-là, parmi ceux qui ont v'là du blé et qui sont pas encore imposables, on trouve notamment l'ordre des Templiers.
L'ordre du Temple, plus connu sous le nom des Templiers, est un ordre monastique, religieux et militaire créé en 1129. Ils ont été particulièrement actifs au XIIe et XIIIe siècle lors des différentes croisades. En effet, ils avaient la réputation d'être un ordre assez fiable lorsque la reconquête des Terres Saintes passait par les armes. Et ben oui, parce qu'en fait ce sont des moines soldats. Plutôt badass. Oh ouais, mais non, mais la classe. Alors que moi, pauvreté, chasteté, mais moi aussi j'ai envie d'en découdre. Vide. Ils protègent les lieux saints, les pèlerins et constituent au fur et à mesure des années un énorme réseau qui s'étend sur un territoire immense. Ils dépendent directement du pape, donc n'ont aucun compte à rendre aux différents rois d'Europe. En France plus spécifiquement, ils s'établissent en commanderies disséminées sur tout le territoire, où ils accueillent notamment les invalides et où ils recrutent des nouveaux frères. À leur tête, on trouve le grand maître de l'ordre. En l'occurrence, à partir de 1292, c'est Jacques de Molay qui est élu à ce titre. Timing pourri, notre Jaco prend ses fonctions dans un contexte particulièrement dégueu puisque déjà depuis quelques années c'est la débandade dans l'ordre. En effet, suite à l'échec de la dernière croisade, qui s'est quand même achevée par la mort de Saint-Louis, événement banal, les chevaliers se laissent pas mal aller et on commence à se poser la question de leur légitimité dans l'opinion publique. Les chevaliers qui ont fait vœu de pauvreté donc se retrouvent en fait complètement pétés de thunes parce que de nombreuses donations arrivent depuis des décennies. Et en plus, je rappelle qu'ils doivent des comptes qu'au pape, donc ils ne payent aucun impôt. Et du coup, ils ne sont pas atteints par les nouvelles dispositions qui sont prises par Philippe IV. En gros, c'est un peu la fête du slip. Bon alors, si je résume, on a un climat social méga tendu, une politique monétaire désastreuse, une monarchie contestée, et maintenant un ordre qui rentre pas dans le rang. Bon bah on est bon, hein, la checklist est bonne, on peut faire le kick-off. Avant de vous parler du procès en tant que tel, il convient d'analyser les raisons qui ont poussé Philippe IV à ce geste assez hallucinant. Alors certes, le fait que l'ordre ne paye pas d'impôts a tendance à bien le vénère. Mais des analyses plus récentes tentent à prouver que c'est plus par péché d'orgueil que Philippe IV rentre en conflit avec les Templiers. Deux éléments viennent confirmer cette thèse. 1. Les Templiers sont en théorie très riches, cependant ils ont tendance à rapidement dépenser leur argent pour s'acheter des terres, les entretenir ou recruter des nouveaux frères. Leurs liquidités sont donc pas si ouf que ça. Et 2, on l'a vu, Philippe est un roi hégémonique, qui ne supporte pas qu'une force puisse potentiellement lui faire de l'ombre. Et la montée en puissance des Templiers a probablement motivé son geste. Et puis s'il y a moyen de piquer dans la caisse et de faire passer le pape pour un bouffon, bah c'est tout bénef. Ce n'est donc pas un procès pour l'argent, c'est un procès pour la gloire et l'affirmation de la monarchie. Bref, toujours est-il que Fifi décide qu'il y en a assez et en 1307, il demande à Guillaume de Nogaret de coordonner une vaste arrestation dans toute la France. Cette énorme rafle aura lieu le 13 octobre 1307. À cette occasion, près de 200 frères templiers sont arrêtés sur tout le territoire français. Et pour votre gouverne, c'était un vendredi, et depuis est rentré dans la croyance populaire le fait que les vendredis 13 portent malheur. À briller en société. Cet événement marque le point de départ d'un des procès les plus célèbres de l'histoire, le procès des Templiers. Allez ma Claire, ça va bien se passer, oublie pas ce que t'as appris en training de marabout. Bon, je suis prête, j'ai sorti ma boule de malédiction, c'est parti. Alors, même si c'est le roi, Philippe IV a quand même besoin de motifs d'accusation pour faire le procès à l'ordre. Et il galère un peu à trouver des preuves. Tu m'étonnes. Alors du coup, qu'est-ce que quoi? Tout part d'Essieu de Floirant, un templier renégat qui va joyeusement balancer ses petits potes. Sympa. Il va se livrer à quelques confidences en disant notamment que les templiers se livrent à des pratiques profanes et sataniques. Notamment lors des rites initiatiques où il dit que les templiers urinent sur la croix, renient le Christ ou se livrent à des relations charnelles entre frères. À l'époque, c'est pas vraiment la liberté d'expression, de culte ou de sexualité, je rappelle. Donc les accusations sont bien hardes. Du coup, Philippe IV et Guillaume de Nogaret se frottent les mains, ils vont pouvoir arrêter l'ordre sans même prévenir Clément V. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs frères avoueront ces crimes, notamment à grand renfort de torture. Ah, la justice. Bon, il a avoué. Toujours pas. Bon, bah on va lui retirer la peau et puis on va lui redemander. Et parmi ceux qui avouent, on trouve notamment Jacques de Molay. Et là, ça devient très grave, je rappelle que c'est quand même le big boss. Au début, Clément V joue un peu les rebelles. Il s'insurge contre Philippe IV, il va faire traîner le procès en longueur, et il va demander grosso modo une contre-expertise histoire de vérifier tout ça. Je vous épargne tout le déroulé du procès et les nombreux rebondissements pour arriver directement à la conclusion. Le verdict nous est donné au Concile de Vienne en 1311. Suspense. Conclusion, on n'a pas assez de preuves pour condamner au niveau global les Templiers. Sans blague. Mais, Clément V est un gros mou du genou.
ce qui fait qu'il va joyeusement retourner sa veste au dernier moment. En 1312, il décide officiellement de dissoudre l'ordre de façon administrative. Il espère ainsi sauver un maximum de frères templiers européens des différents chefs d'accusation d'hérésie. Eh ben ouais, mais en parallèle, ça veut dire qu'il laisse sans protection pontificale les templiers français. En gros, il va cacher le cadavre, on met tout ça sous le tapis et on n'en parle plus. Il va même menacer d'excommunication toute personne qui remettra le sujet sur la table. Comme ça, on est débarrassé. Suite à cette dissolution surprise, les biens des Templiers sont récupérés par les Hospitaliers, un autre ordre religieux et armé, mais lui sous l'égide du roi de France. Du coup, Philippe le Bel se sert au passage. Jackpot! Et là, ça sent le roussi dans tous les sens du terme. Bah oui, puisque suite à cela, plus rien n'empêche Guigui et Fifi de terminer de façon injuste tous les procès en condamnant au bûcher un bon nombre de Templiers. Et il termine avec le plus important, Jacques de Molay. En effet, en revenant sur ses déclarations hérétiques pour se défendre, Jacques de Molay est devenu ce qu'on appelle un relapse. Et ça, c'est passible du bûcher. Et d'ailleurs, c'est ce même motif qui enverra Jeanne d'Arc au bûcher quelques années plus tard. Briller en société. Alors nous y sommes, il est temps de maudire le royaume de France. Commençons avec la citation. Si vous avez vu l'épisode 1 de Sale Histoire, vous connaissez mon amour profond et inconditionnel pour les citations qu'on prête aux personnages historiques. Mais bon, comme c'est au cœur du sujet, on va tenter de lui donner un peu de crédit et pour l'instant je vais rien dire. J'en reparlerai quand même en fin du double épisode. Lors de ce fameux bûcher, en mars 1314, Jacques de Molay aurait en effet lancé la malédiction des Templiers. Je cite, « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Il déconne pas, le Jaco. Claire, une réaction? Hein? Bien, Jaco, très bien. À mon avis, pour la trouver, celle-là, il a dû bien bûcher. Pardon, c'était vraiment la moins chère. Suite à cela, une série d'événements bien flippants et catastrophiques va s'abattre sur le royaume de France. La malédiction est en marche et elle va faire des dégâts bien vénères. En effet, coïncidence malheureuse ou malédiction effective, toujours est-il que Clément V, Guillaume de Nogaret et Philippe IV clament dans l'année qui suit la grillade de Jacques de Molay. Premier point un peu sujet à flippette. En ce qui concerne Philippe IV plus spécifiquement, sa mort a soulevé pas mal de questions pendant des siècles. En effet, il était réputé de très bonne santé physique et mentale, or son état s'est rapidement détérioré. À sa mort, son corps s'est rigidifié si vite qu'on n'a même pas réussi à lui fermer les yeux. Signe d'un possible empoisonnement. L'hypothèse la plus probable cependant, c'est que Philippe IV a fait une chute de cheval le 5 novembre 1314. Ce qui a occasionné un traumatisme crânien, qui a ensuite dégénéré en AVC ou en hémorragie interne. Ce qui explique sa mort rapide sur 3 semaines. Certains symptômes viennent confirmer cette thèse, cependant à l'époque la médecine, on s'en fout, donc on préfère croire à cette théorie de l'empoisonnement, ou même de la malédiction. Alors où est ma to-do? La peste noire, non, le Covid, c'est pour plus tard. Ah, voilà, mort subite, check. Les rois maudits, vous l'aurez donc compris, sont donc dans le texte Philippe IV et ses héritiers directs. Ce qui est resté dans la légende, outre cette mort mystérieuse de Philippe le Bel, c'est surtout le fait que tous ses héritiers vont se succéder sur le trône et moins de 15 ans plus tard, la dynastie des Capétiens directs va s'éteindre. Ils vont tous clamser un par un. Et du coup, dans l'opinion publique, tout ce listing de catastrophes est en fait passé à la postérité comme malédiction. Tout simplement parce que cette dynastie ne méritait pas de vivre. Ça devait être tellement sympa le 14e siècle. Excusez-moi, je trouve que Jacques a été un peu loin. N'empêche que si on l'avait décapité, il nous aurait pas maudit. Mais en attendant, zoomons sur les 3 fils de Philippe le Bel et sur cette fin de dynastie capétienne directe. Fin relativement fulgurante comme vous allez le voir. D'abord l'aîné Louis X, dit le Hutin. Comprenez le querelleur ou le relou parce qu'il avait un caractère particulièrement pourri. Pour ceux d'entre vous qui ont vu l'épisode 2 de Sale Histoire, vous le connaissez déjà. Il fait partie des rois ayant le moins régné de l'histoire de France avec 1 an et 6 mois au compteur. Lui succéda d'ailleurs son fils, Jean Ier, tristement célèbre pour avoir régné 4 jours. CF la même vidéo, et du coup, en termes de loose, tel père, tel fils. Les deux vont mourir en 1316. C'était de toute façon un personnage assez faible, car vraiment écrasé par la personnalité de son père, Philippe le Bel. Au global, il a vraiment pas laissé une grande marque dans l'histoire, et il meurt d'une pneumonie. Non, il est mort de malédiction. Oui, bon, ok, d'une malédiction, admettons. Ensuite, le cadet, Philippe V, dit le long, ou le grand, si vous préférez. Oui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on disait le long alors qu'il était juste grand. Non mais faites un effort sur les surnoms au bout d'un moment, parce que moi je m'y retrouve plus après. Fifi Junior va donc régner pendant 5 ans, mais il aura quand même l'occasion de faire 2-3 trucs intéressants. Entre autres, il crée l'ancêtre de la Cour des comptes, il va standardiser les poids et inaugurer la monnaie unique. Pas si mal que ça, mais bon, toujours est-il qu'il meurt d'une dysenterie fulgurante en 1322. Non, il est mort de malédiction.
Oui, ok, d'accord, une malédiction, admettons. Et enfin le Benjamin, Charles IV dit Lebel. Oui, lui aussi Lebel. Parce qu'il était tout aussi BG que son père, mais pas très fut-fut. Attention, moi je juge pas, c'est sa mère qui disait ça. Sympa la mère. Il prend la couronne à la mort de son frère Philippe et il va la garder pendant 6 ans. Son règne est surtout associé à un conflit avec la Guyenne. Alors j'ai dit la Guyenne, pas la Guyane, parce que ça on sait pas encore où c'est. La Guyenne c'est en fait tout simplement l'Aquitaine de l'époque. Et sur ce territoire, le seigneur, c'est le roi d'Angleterre. Et bah oui, ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, le roi d'Angleterre prête allégeance au roi de France sur l'Aquitaine. Il fallait pas avoir un ego surdimensionné. Donc à ce moment-là, l'Angleterre et la France sont déjà pas très copines, et notre beau Charles IV va mourir en 1328. De malédiction. Et exactement, je suis vachement fier. Et là, sa femme est enceinte, on espère un garçon qui réglerait tous les problèmes d'héritage, mais manque de bol, c'est une fille. Et là, gros problème, c'est qu'on se retrouve face à un cas inédit. On n'a plus d'héritier mâle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bah là, c'est le sbeul puissance 1000. En effet, en vertu de la loi salique, principe bien misogyne du royaume de France, les femmes ne peuvent pas ravir la couronne. Cependant, Philippe IV a eu 3 fils, maudits certes, mais il a aussi eu une fille, Isabelle de France. Du coup, pas bête, notre Isa va revendiquer la couronne pour son fils. Alors dans l'absolu, pourquoi pas, puisqu'on est face à un cas de force majeure. 3 problèmes de taille néanmoins. 1. Notre Isa a été mariée à Édouard II Plantagenet, roi d'Angleterre, et son fils, Édouard III, est l'actuel roi d'Angleterre lorsque Charles IV meurt. Et personne ne veut qu'un roi anglais gouverne la France. 2. Notre Isa a une réputation de femme cachetière et comploteuse, elle a quand même fait assassiner son mari, et du coup les gens lui font pas méga confiance. Et 3. J'ai volontairement éludé jusqu'à présent une partie de l'histoire, épisode qu'on a appelé le scandale de la tour de Nesle. Pour la faire courte, sur les 3 fils de Philippe le Bel, 2 ont longtemps été cocufiés par leurs femmes. Alors déjà, à cette époque-là, l'adultère c'est un péché, et à ce niveau de la hiérarchie, on appelle même ça de la trahison. Adopter un mec n'arrivera que dans 700 ans. Hein. Et surtout, plus problématique, ça a remis en question la légitimité de certains héritiers des rois maudits. Ça a conduit notamment à un sort pas très jojo pour les femmes adultères et leurs amants, je vous passe les détails sordides, mais surtout à ne placer sur le trône de France que les héritiers où on était 100% sûr qu'ils étaient légitimes. D'où l'éviction de certains enfants des rois maudits. On se concentre sur les règles fondamentales du royaume de France, et donc la loi salique est plus que jamais en vigueur. Donc donner la couronne au fils d'Isabelle de France, ça aurait été un peu renier toutes ces décisions, et donc décrédibiliser la monarchie au maximum. Solution choisie, on préfère faire un gros doigt d'honneur à Isa et à son fils, et on va placer sur le trône de France le cousin des rois maudits, Philippe de Valois. Il devient donc Philippe VI, premier capétien valois. Sauf qu'Édouard III, le fils de notre Isa, va pas se laisser faire. Et ça va provoquer un petit conflit pas bien méchant, la guerre de 100 ans, qui porte d'ailleurs bien mal son nom puisqu'elle a duré 116 ans et non pas 100 ans. Mais je ferai un épisode spécifique là-dessus. Du coup nous y voilà, 15 ans après la fin des Templiers, plus aucun capétien direct. Soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils sont pas légitimes, soit parce qu'on leur a fait un gros doigt. Bon alors, si c'était juste ça, la malédiction des Templiers, bah ça irait encore. Le souci, c'est que ce schéma de 3 frères qui règnent et s'éteignent super vite, entraînant avec eux la fin de leur dynastie, ça va avoir tendance à beaucoup trop se répéter. Et c'est là où la malédiction prend tout son sens et où ça commence à devenir bien flippant. Merci encore à tous de faire décoller la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter directement sur YouTube, c'est mieux pour le référencement. Restez bien connectés pour la deuxième partie de l'épisode. Et quelque chose me dit que Clairvoyante va bien se faire plaisir. Claire, un commentaire de fin? Et clap de fin pour les capétiens directs. Bon, bravo à tous, super travail. Surtout toi, Jaco. J'ai eu Satan au téléphone, il est ravi. Maintenant, la phase 2, c'était l'échauffement, on a 13 générations à maudire. À très très vite pour une prochaine Sale Histoire. Bon, je vous laisse vous abonner, j'ai un call rapide à faire. Ouais, Belzébuth, ça s'est bien passé. Bah tu me connais, hein, super professionnel. Par contre, j'ai pas encore reçu mes honoraires pour la dernière prestation. Allô? Allô? Ah, sale histoire.